Bonjour, voici notre équipe. Moi-même, Andréane Simard à gauche, Véronique Hamel au centre et Alexandre Pouliot à droite. Nous sommes tous les trois finissants et finissantes en sciences humaines au Cégep de Drummondville. Dans le cadre de notre projet de fin de DEC, nous avons participé à un stage d'une semaine à Cuba, plus précisément dans la ville de Santa Clara. Le but de ce stage était de vivre une expérience interculturelle enrichissante et de collecter des données pour notre projet final en sciences humaines. Nous avons décidé de faire une recherche comparative sur l'agriculture urbaine au Québec et à Cuba. Nous avons été étonnés de découvrir autant de belles choses avec un sujet qui semblait si petit. Et nous aimerions vous présenter les principaux résultats de notre recherche. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, l'agriculture et la ville n'ont pas toujours été incompatibles. Ainsi, l'agriculture urbaine n'est pas une idée aussi récente qu'on le croit. Avant l'industrialisation du 20e siècle, les villes étaient en fait pensées et aménagées de façon à pouvoir nourrir leur population, comme en témoignent ces images d'archives de la ville de Montréal. L'agriculture urbaine avait même été encouragée par le gouvernement lors des deux guerres mondiales sous la forme de jardins de la Victoire. Plusieurs entreprises aménageaient même des potagers pour leurs employés. L'agriculture urbaine a commencé à réellement disparaître au milieu du 20e siècle, dans la course à la modernité que connaissait le Québec. La plupart des espaces verts et cultivés ont alors été remplacés par des immeubles, des bâtiments et des usines. En même temps, l'agriculture conventionnelle se mécanisait et on a alors relégué le secteur agricole à la campagne et les villes ont perdu toute forme d'autonomie alimentaire. On assiste alors à la naissance de notre système agroalimentaire actuel, dépendant du pétrole, des fertilisants, des pesticides et de la machinerie lourde. La plupart des gens n'ont pas conscience quand ils rentrent dans un supermarché que c'est un modèle alimentaire industriel qui est déficient. Ça ne marche pas, ce modèle-là qu'on a en main. Et puis, il n'y a pas grand monde qui vont s'opposer à ça, qui vont laisser aller. Tu t'arrêtais, t'en as pour 3 jours à peu près dans un supermarché à pouvoir alimenter avec disons, tes légumes ou tes denrées périssables, t'en as que pour 3 jours. Fait que, il est comme à la merci d'un système. Le système qui est là, c'est pas viable. Alors, quand on parle d'agriculture urbaine, c'est-à-dire d'avoir une liberté alimentaire, de se rapproprier ou d'avoir une alimentation de proximité. Depuis le début du 21e siècle, l'agriculture urbaine a recommencé à se développer à nouveau, poussée par un mouvement de transition plus large, développant des alternatives au modèle économique actuel. Michel Beauchamp en est un bon exemple. Avec son beau jardin de façade et son combat contre la ville de Drummondville, il a réussi à montrer que l'agriculture en ville est possible, esthétique et bénéfique pour la communauté. D'ailleurs, Michel Beauchamp a pris part au mouvement des incroyables comestibles, initié en Angleterre à Todmorden en 2009. Ce mouvement est libre et vise à planter des légumes gratuitement dans des espaces publics afin de les partager et d'informer la communauté au sujet de l'agriculture urbaine. On retrouve maintenant des initiatives des incroyables comestibles partout au Québec. Il existe également une multitude d'autres formes d'agriculture urbaine au Québec. Jardins collectifs, jardins communautaires, bacs de légumes, serres sur les toits. Ce n'est pas la diversité qui manque. Les espaces utilisés pour faire l'agriculture urbaine, moi je dirais tous les espaces sont bons. OK. Il faut avoir de l'imagination. À Montréal, les balcons. C'est une particularité de Montréal d'avoir des balcons. Les balcons sont très utilisés. À Paris, il y a beaucoup de terrasses-toits qui sont très utilisés pour faire de l'agriculture urbaine. Après ça, il y a les cours arrière, bien entendu, qui est peut-être ce qu'on imagine le plus, la cour arrière, derrière, le jardin, dans le bungalow en banlieue, derrière, on fait un jardin. C'est assez courant. C'était même les banlieues ont été inventées avec ce concept-là à la base. Malheureusement, le jardin a été remplacé par du gazon. Mais après ça, les devants de maison, les saillies de trottoir, alentour des arbres, entre les maisons, il y a souvent des espaces. Quand il y a des espaces entre les maisons, on peut avoir le toit, bien entendu, si le toit est assez portant. Les institutions d'enseignement, les institutions de santé, les hôpitaux, les mairies, tous les endroits où on peut mettre un jardin. Bref, au Québec, l'agriculture urbaine est en plein essor. À Cuba, l'agriculture urbaine a une toute autre histoire.
L'île a d'abord été une colonie espagnole qui fournissait essentiellement du sucre à sa métropole. Puis, après son indépendance en 1898, Cuba produisait encore principalement du sucre au profit des grands propriétaires terriens, souvent étrangers, qui détenaient presque toutes les terres agricoles. Après la Révolution de 1959, deux importantes réformes agraires ont été réalisées par le gouvernement socialiste de Fidel Castro et les terres agricoles ont été nationalisées. Dès 1962, cependant, les États-Unis imposèrent un sévère embargo à Cuba qui est encore en place aujourd'hui. Malgré cela, avec l'aide de l'URSS, Cuba se lança tout de même dans la Révolution verte en mécanisant fortement son agriculture, en utilisant intensément les engrais et les pesticides importés du URSS et en continuant les monocultures de canne à sucre. Ce fut un coup dur pour Cuba lorsque l'URSS s'écroula au début des années 1990. Dépourvue de partenaires économiques et toujours étouffée par l'embargo, l'île a subi une grave crise alimentaire et énergétique. Tout le système agroalimentaire s'est écroulé. Loin de se tourner les pouces, les Cubains et les Cubaines se sont pris en main et ont trouvé des solutions pour arriver à se nourrir. Ils ont donc ramené l'agriculture en ville en se réappropriant les espaces inutilisés. Pour parvenir à cultiver même les sols pauvres ou contaminés, ils ont développé les organoponicos, c'est-à-dire des jardins en bacs surélevés remplis le plus souvent de compost. La coopérative La Riviera, à Santa Clara, en est un exemple que nous avons eu la chance de visiter. Nous avons demandé à M. Capote, le président de cette coopérative, comment était organisée la mise en marché des produits de l'agriculture urbaine à Cuba. ¿Cómo organiza la comercialización? Hay un precio, no puede haber especulación. Tengo asignado el consumo social, porque hay asignación de esto para el consumo social. ¿Qué llaman consumo social? Para las escuelas, Okay. los semi-internados, los internados, los hospitales, que se le vende incluso mucho más barato. Se le vende mucho el consumo social. Una parte del contrato que tenemos nosotros es eso, de que todo lo que se produzca aquí, todo lo que se vende es para nosotros. Pero tenemos ese contrato, que abastecer al consumo social, o sea, a los círculos infantiles, a la primaria, a los semi-internados, a los internados y al hospital. Après notre entrevue, M. Capote était si enthousiasmé par notre visite et notre intérêt pour l'agriculture urbaine qu'il nous a fait visiter son jardin. Il nous a même offert une petite dégustation. Pero con esto se hace, mira cómo pinta, ¿eh? Se hace refresco. Y no se come. Sí, Sí, se hace ¿cómo? refresco, se hace dulce, sí, muy bueno. Vamos a ver si hay alguna que está por acá. Es de Jamaica, natural de ese país. La pueden probar, ¿eh? Pueden probarla. On mange ça comme ça? Se hace refresco, se hace Es muy vino, ácido. limón, ¿eh? Sí, limón. Ah oui, Yum. Gracias. Muchas gracias. Une autre forme d'agriculture urbaine importante à Cuba réside dans les jardins institutionnels, que les Cubains et Cubaines appellent autoconsumo. La cité-école préuniversitaire Ernesto Che Guevara, à Santa Clara, que nous avons visité, possède un immense jardin entretenu par les élèves. Les récoltes ne servent pas qu'à nourrir l'école. Une partie revient à la communauté, comme c'est le cas pour les coopératives agricoles. Les élèves de cette école faisaient des recherches pour adapter les pommes, et les fraises entre autres, au climat tropical de l'île. Au cours de notre stage, nous avons eu la chance d'interviewer un professeur d'agronomie de l'Université de Santa Clara. Nous lui avons demandé quel était le rôle de l'agriculture urbaine à Cuba. Asegurar parte de la alimentación a la población. Esa parte es vegetales fundamentalmente, pero no es toda la alimentación, porque la alimentación requiere otros tipos de alimentos. Es cierto que las prácticas de la agricultura convencional requiere mucha maquinaria agrícola, mucha preparación de los suelos, mucho trabajo de laboreo en el campo. Y esto degrada los suelos y esto afecta la fertilidad y ello va a un empobrecimiento de los suelos. La agricultura urbana también tiene como ventaja que en lugares que no tienen que trabajar sobre el suelo directamente,
normalmente, ese es un tipo, ¿no? Pues en canalones, en tipo de canteros, se prepara el sustrato, no hay que intervenir en los suelos, no se degradan los suelos, no se contaminan los suelos, y entonces es una manera de producir y sin tener que afectar el medio ambiente en sentido général. Ensuite, nous avons aussi eu l'occasion d'observer de nombreux jardins, des patios, jardins individuels cultivés par les familles sur des balcons, des toits et les cours arrière, ou encore des jardins coopératifs. Également, les points de vente des produits de l'agriculture urbaine se retrouvent principalement à l'entrée des jardins, mais les produits peuvent également être transportés à vélo dans différentes parties de la ville. De plus, la machinerie agricole et le pétrole étant devenus rarissimes à Cuba, ils utilisent la traction animale pour se déplacer et effectuer divers travaux. En somme, avec l'agriculture urbaine, les Cubains et les Cubaines ont appris à faire beaucoup avec peu. Voilà brièvement les principaux résultats de notre recherche. Nous vous invitons à vous renseigner davantage sur l'agriculture urbaine et à participer vous aussi à ramener l'agriculture urbaine dans votre ville. Hay que seguir guarachando, mi mami no me está regañando, porque después cuando yo me muera, de mí ya no se están acordando. Por eso la mayoría de mi vida yo me la paso de vacilón, porque después cuando yo me muera no quiero llanto, no quiero flores. Hay que seguir guarachando, mi mami no me está regañando, porque después cuando yo me muera, de mí ya no se están acordando. Por eso cuando ella a mí me pelea, yo no le presto mucha atención, porque después cuando yo me muera, me echaron tierra, ya Dios campeón.